Bienvenue à toutes et à tous pour ce Talk UX à l'occasion du WOD et de sa thématique 2024 qui est designée pour un monde meilleur. Juste pour vous prévenir, donc on enregistre cette séance pour pouvoir justement après derrière avoir un replay. Donc WOD, c'est l'acronyme de World Usability Day. C'est une journée de sensibilisation à l'utilisabilité des produits et des services digitaux pour mettre notamment l'accent sur l'ergonomie, l'accessibilité et l'expérience utilisateur. Donc je suis Manon Bonnet-Save et puis avec ma collègue Sarah Lecoff, nous sommes UX designer chez UX et product designer chez SQLI. C'est un groupe européen de services digitaux qui accompagne les grandes marques internationales dans la création de valeur par le digital. Et je vais laisser la parole à Sarah pour démarrer notre sujet du jour, ODD 2030 et méthode de recherche utilisateur. Oui, donc merci Manon. On parle pour ce WOD de 2024 de monde meilleur. Donc qu'est-ce qu'un monde meilleur? C'est probablement un monde plus sécurisant, plus juste ou responsable, sûrement également plus épanouissant. Et c'est déjà des notions qui transparaissaient dans les recherches dans les années 40. Si Abraham Maslow, un psychologue américain, vous parle, il a établi une pyramide des besoins sur les besoins de l'être humain en 5 niveaux. Qui allait de besoins primaires universels, typiquement qui a besoin de dormir, de manger, de boire, d'avoir des logements, donc des besoins très physiologiques, pour monter progressivement vers des besoins plus de sécurité, pour aller sur des besoins progressivement plus complexes et signifiants pour l'individu, menant à l'estime de soi et l'accomplissement. Et pour atteindre pleinement les niveaux forcément les plus élevés, les besoins primaires doivent être stabilisés. Donc, un monde meilleur, certainement, passe inévitablement, à minima, par la résolution à l'échelle de masse des premiers niveaux de cette pyramide. Et c'est en fait la réflexion assez commune qu'il y a eu avec les Nations Unies depuis 2015, qui a formalisé sous une forme d'agenda des objectifs pour un monde plus harmonieux et plus prospère dès 2030. Donc l'ambition a été résumée sous la forme de 17 ODD. ODD, est-ce que tout le monde se rappelle ce que veut dire cet acronyme? Et ça va être également l'occasion pour nous de tester Slido, voir si ça marche bien pour vous. Et vous pouvez répondre à la question que veut dire ODD. Donc on propose trois réponses. La première, c'est organisation de défense des droits. La deuxième, objectif de développement durable. Et la dernière proposition, objectif design disruptif. Je vous laisse répondre à la question. Aller au bout du petit timer qui a été lancé. Il y a plusieurs participants, super. Presque au bout. Ça charge. Parfait, 100% de bonnes réponses. C'est tout bon. C'est effectivement des objectifs de développement durable. Donc il y en a 17 qui sont justement sur des niveaux besoins primaires, besoins sécuritaires, et qui vont jusqu'au développement de personnel des individus. Donc vous voyez une mosaïque à l'écran. Ça commence par les premiers: éradiquer la pauvreté, lutter contre la faim, avoir accès à la santé, accès à l'éducation de qualité, veiller à l'égalité entre les sexes, travailler sur l'accès à l'eau, qu'elle soit assainie et qu'elle soit salubre. Également tout un travail des visées autour de l'énergie renouvelable. Sur un plan de l'emploi, travailler à ce que les emplois soient décents. On voit également en 10 la réduction des inégalités. Je reviens sur le 9, tout un pan autour de l'innovation et des infrastructures qui peuvent porter toutes les initiatives pour être plus performantes. Au niveau également des objectifs, il y a tout ce qui va être en lien avec la ville et les communautés durables, avec la consommation responsable, ce qui rejoint également des thématiques autour de la lutte contre le changement climatique, qui passe par la protection notamment de la faune et de la flore aquatique et terrestre. Et enfin, le 16e, c'est tout ce qui va être autour de justice et paix efficace.
Et le 17e objectif vise à porter tous les partenariats qui peuvent être montés pour solutionner ces thématiques à des échelles plus ou moins importantes jusqu'à l'échelle mondiale. Donc, ce sont des axes de travail à échelle mondiale comme micro-locale. Et toutes les bonnes volontés sont invitées à émerger pour répondre aux objectifs de développement durable. Donc, c'est toutes des bonnes volontés entrepreneuriales qui passent par les collectivités, par les associations, mais également par tout ce qui va être le milieu start-up ou société à but lucratif. Et on comprend bien sûr qu'il y a une multitude de sujets et sous-sujets dans chacune des thématiques qui sont présentées sur cette grille, et qu'on va adresser une thématique différemment selon où on se trouve sur le globe, bien entendu. Et notamment dans beaucoup de pays, on va retrouver des institutions sociales qui sont des excellents exemples de tout ce qui va être autour des recherches de solutions sur des ODD tels que éradiquer la pauvreté ou lutter contre la faim. Et elles sont notamment pleinement liées au contexte géographique, culturel et politique de là où elles sont implantées. On vous met à l'écran l'exemple du canton de Genève. On peut citer l'Hospice Général, qui est très ancienne. Elle ne date pas des ODD, hein, elle a 5 siècles de vécu. Et historiquement, elle venait en aide aux mendiants, aux enfants légitimes, aux vagabonds, mais aussi aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Et elle a évolué continuellement à travers le temps pour se positionner notamment contre la pauvreté et la faim. Et plus récemment, depuis environ 40 ans, elle vise pleinement à l'insertion sociale et professionnelle de ses bénéficiaires, en faisant un gros focus sur le maintien de la dignité et la restauration de l'autonomie. Et chez SQLI, donc l'Hospice Général, notamment avec un projet qui s'appelle Mobitech, c'est une belle référence. Donc, qu'est-ce que Mobitech? C'est un projet d'évolution des systèmes d'information de l'institution pour être plus performant dans l'accompagnement des bénéficiaires. C'est là où on peut rattacher notamment l'ODD 9, innovation et infrastructure. Donc, on travaille sur les outils des différents métiers et services que compte l'Hospice Général pour les accompagner, pour leur permettre de réaliser leur mission. Donc, c'est un projet qui est en cours et pour lequel on adopte un maximum de démarches UX de bout en bout. Et c'est là où je vais passer la main à Manon pour parler du début de la démarche UX qu'on peut avoir dans ces projets. Ouais, merci Sarah. Donc je pense qu'il y a une bonne partie des personnes ici présentes qui sont déjà au courant, mais l'UX en fait ça commence pas au design, mais ça va commencer dès la compréhension de l'utilisateur et de ses besoins, que l'on va cartographier grâce à la recherche utilisateur. Donc en décrivant un cadre de vie, des habitudes, des besoins, des souhaits, des obligations, des frictions, des émotions, voilà, tout un pan en fait d'informations. On va pouvoir cartographier un petit peu l'expérience pour pouvoir justement s'appuyer dessus et concevoir des solutions qui vont être réalistes, pertinentes et efficaces. Et du coup, ça m'amène à la prochaine question. Quelle méthode de recherche utilisateur connaissez-vous? Et à partir de quoi peut-on réaliser une cartographie comme celle que vous venez de voir à l'écran? Empathy Map, Persona, Experience Blueprint, les interviews, ça tape encore, les focus group, du Kali, de la guérilla, des personas, du fly on the wall, des entretiens, effectivement, du quantitatif, du shadowing, de l'approche persona, quelqu'un est encore en train de taper, yes, des heatmaps, des focus group, je crois que je l'avais déjà dit. Ouais, effectivement, on voit que ça en fait pas mal. Et en fait, il y en a en effet beaucoup. En fonction de ce qu'on veut observer, on ne va pas utiliser toujours la même méthode. Donc il y a pas mal de bonnes réponses dans ce que vous avez donné. Moi, je vais vous en présenter 3 que l'on a mis en œuvre dans nos projets, chez nos clients, pour pouvoir répondre aux ODD.
Donc le premier, ça va être le fly on the wall, donc on l'a vu dans les bonnes réponses, qui est aussi connu sous le nom de shadowing, qui était également dans les bonnes réponses, ou d'observation terrain, tout simplement. Donc l'idée, ça va être d'aller s'immerger dans une situation réelle pour pouvoir observer les utilisateurs cibles dans leurs problématiques, donc sur la tâche que votre conception vise à solutionner. On peut découvrir comme ça pas mal de choses qui n'ont pas été précisées dans le cahier des charges et qui pourtant peuvent être structurantes. Je vous donne un exemple. On a accompagné un grand groupe qui a équipé ses compagnons chauffagistes de tablettes sur les chantiers pour pouvoir accéder à des plans, prendre des photos, effectuer un certain nombre de tâches. Et en fait, la direction ne comprenait pas pourquoi cet outil n'était pas utilisé. Du coup, on est parti observer sur place et puis la réponse a été assez évidente. En fait, les compagnons chauffagistes travaillent dans un environnement qui est surpoussiéreux. Donc on a les écrans qui noircissent en 2 semaines. Et puis surtout, au quotidien, lors de leurs activités, ils portent des gants, ce qui va être assez incompatible avec l'utilisation d'une tablette tactile. Du coup, ce qui a été réalisé, c'est que les tablettes ont été redistribuées à d'autres profils qui ont amélioré indirectement le travail des compagnons. Et puis pour ces derniers, on a développé une solution plutôt mobile sur smartphone qui correspond plus à leurs besoins en termes de mobilité sur les chantiers parce que c'est facile à mettre dans une poche comparé à une tablette par exemple. L'observation de terrain se marie aussi souvent avec les interviews utilisateurs, donc c'était dans les bonnes réponses également, pour pouvoir adresser des problématiques ou des thèmes spécifiques. Donc le principe, c'est qu'avec des questions exploratoires qui vont être souvent ouvertes, on va essayer de comprendre un peu plus en profondeur le pourquoi des participants, et puis on va chercher à valider ou à invalider des hypothèses initiales. Ça, c'est une méthode que nous avons utilisée dans le cadre d'un projet de refonte de site web pour une ONG internationale. Les stakeholders voulaient qu'on s'adresse en priorité aux bénéficiaires de leur aide, mais en fait, lors des interviews, on a appris qu'en situation d'extrême urgence, ces personas spécifiquement ne voulaient pas ou ne pouvaient pas accéder au site web pour obtenir ces informations qui pourtant étaient vitales dans leur situation. On a donc changé de vision pour pouvoir adresser ces profils plutôt via des groupes WhatsApp plus proches de leur quotidien, et on a finalement réservé le site web à d'autres profils comme par exemple des spécialistes du droit international humanitaire ou des médias. Ici encore, sans la recherche utilisateur, on aurait eu le mauvais produit pour la mauvaise population. Et enfin, la troisième, qui est souvent oubliée et pourtant essentielle, c'est l'analyse de données existantes. Avant de se lancer dans une étude, il est primordial de récupérer toutes les recherches qui ont été effectuées précédemment. Premièrement, pour éviter de réinventer la roue et de refaire des études qui ont déjà été réalisées, donc gagner du temps. Et secondement, parce que souvent, la réponse peut déjà se trouver dans ces données-là. Il existe tout un tas de données qu'on peut analyser, documentation publique, scientifique, données analytics web, données comportementales, ou même ça peut être du benchmark, de la comparaison avec des concurrents directs ou alors des services similaires. C'est ce que nous avons réalisé pour un assureur de santé suisse. En analysant les données de recherche de leurs prospects via Google Trends, et puis en faisant également un rapide benchmark concurrentiel, on a pu mettre en évidence l'importance d'étoffer leur site web avec par exemple des conseils de prévention. Et cette analyse nous a également permis de structurer le discours de ces pages en mettant en évidence quel type d'informations les utilisateurs voulaient retrouver dans ces pages-là, via justement leur intention de recherche. Ainsi, comme vous pouvez le voir, grâce à la recherche utilisateur, on peut corriger, orienter ou réorienter, développer des produits digitaux afin que ceux-ci s'ancrent dans les problématiques de vos cibles et participer ainsi à la réalisation des objectifs de développement durable avec une conception centrée sur des besoins qui sont primaires. Je vais reprendre la main à la suite des explications de Manon pour également parler de responsabilité multidimensionnelle quand on répond aux objectifs de développement durable. Donc bien concevoir, c'est réellement penser à tout. Donc quand on parle d'objectifs de développement durable, de monde meilleur, je vais un peu trop vite, quand on parle d'objectifs de développement durable, de monde meilleur, il y a forcément une notion de responsabilité qui vient avec. Donc je vais vous poser une question quand je parle de responsabilité. Quels grands axes vous viennent à l'esprit? Qu'est-ce qu'à votre sens il faut prendre en compte dans un projet pour pouvoir lui prêter des dimensions responsables? Je vous invite à nouveau à utiliser Slido. Toujours
en scannant le QR code où normalement il apparaît sur votre écran si vous n'étiez pas déconnecté. Donc quand je parle de grands axes de responsabilité, c'est des grandes thématiques qui peuvent être, devraient être étudiées dans les projets pour travailler à la conception de ces mêmes projets. Je vois que quelqu'un est en train d'écrire. L'éco-conception, effectivement, l'accessibilité, l'éco-conception, l'éthique. Ouais, c'est une très bonne réponse. L'empreinte carbone, l'inclusivité, l'impact social. Ouais. Quelqu'un encore est en train d'écrire, mais effectivement, on va tourner dans ces axes-là. La responsabilisation du management. Oui. Super. Dans cette base-là, effectivement, moi, je l'ai résumé sous 3 grands axes, mais finalement, on va revenir un peu à tous ces concepts-là. 3 grands axes majeurs, ça va être l'écologie, l'impact sociétal et l'impact économique à évaluer dans les projets. Et c'est trois grands enjeux qui ont de fortes interdépendances. On considère qu'en fait, oui, un projet qui ne se finance pas n'est pas viable. Donc, il y a forcément un travail à faire sur le business model pour atteindre un point d'équilibre qui est déterminant. Mais cet équilibre, au-delà de l'aspect argent financier, passe par la considération de multiples questions qui sont également porteuses de valeur dans ce même projet. Donc, je vais prendre un exemple fictif pour imaginer en fait un ensemble de questions qu'on pourrait se poser sur les axes écologiques, économiques et sociaux de la réalisation du projet. Donc, on peut imaginer par exemple un développeur, on va dire européen, qui souhaite répondre à une problématique d'accès à l'eau potable en Afrique subsaharienne, puisqu'il y a 42% de la population là-bas qui manque d'accès à des sources saines. Donc, il développe une application mobile qui permet de localiser des points d'eau potables les plus proches, de signaler des problèmes qui pourraient être liés à ces points d'eau, et il souhaite également mobiliser des fonds pour l'entretien des points d'eau. Donc, une partie des revenus générés par l'application est reversée à des organisations en plus locales pour travailler à l'accès physique de ces points d'eau. On peut passer une forme de moulinette de la responsabilité sur son idée, sur son projet, en se posant de nombreuses questions pour développer, justement, travailler sur l'axe durable et vertueux de sa proposition de valeur. Donc, par exemple, sur la qualité du service, est-ce que l'application va être suffisamment régulièrement mise à jour pour garantir la fiabilité de la solution et ne pas faire se déplacer des usagers pour rien? Est-ce que les données sur les points d'eau seront vérifiées et mises à jour régulièrement pour ne pas risquer de créer des épidémies liées à la contamination de l'eau de ces points qui peut survenir au regard de la qualité des infrastructures ou des variations climatiques? Également, au point de vue du modèle économique, on peut se poser des questions sur comment l'application va se financer sur le long terme, comment elle va être viable. Donc, typiquement, dans les modèles économiques qui peuvent être explorés, s'il y a des pistes sur des solutions avec des revenus publicitaires, est-ce qu'ils sont compatibles avec des objectifs sociaux du projet? Est-ce que c'est OK de prendre un peu d'attention des gens, par exemple, de leur montrer la publicité en échange de leur fournir également un service? Est-ce que c'est les utilisateurs finaux qui sont consommateurs de ces pubs, ou est-ce que c'est d'autres personnes qui vont être ciblées pour financer ce projet-là? On peut se poser également des questions sur l'impact local. À quel point l'application pourrait risquer de marginaliser des solutions locales existantes qui existent déjà en fait pour accéder à l'eau. Comment on s'assure que l'application ne crée pas non plus une dépendance technologique trop forte qui pourrait poser des problèmes en cas typiquement de coupure d'électricité, de coupure d'infrastructures, de réseau. On peut pareil aller chercher des questions de responsabilité autour des partenariats locaux. Comment s'assurer que les partenariats avec les organisations locales sont durables et bénéfiques pour les communautés? Comment on implique justement cette communauté locale dans le développement même et la gestion même de l'application? Et à ce titre-là, qui aura le contrôle des données collectées par l'application?
Est-ce que c'est les personnes locales? Est-ce que c'est ici en Europe si le développeur et le projet est un projet européen? Et également, on peut également se poser des questions autour de l'axe d'appropriation culturelle qui pourrait être un risque. Est-ce que l'entrepreneur a une compréhension suffisamment, par exemple, approfondie du contexte local et des enjeux liés à l'eau, qui ne sont pas simplement terrestres ou infrastructurels, mais qui peuvent également être politiques? Et comment on pourrait éviter dans le projet une approche trop paternaliste et s'assurer que l'application répond réellement aux besoins des populations locales. Donc ça, c'est une série de questions qu'on peut se poser. Il y en a certainement plein d'autres. Tout projet qui vise en fait à résoudre des problèmes sociaux complexes, même avec les meilleures intentions du monde, doivent être soumis à un examen critique. Et grâce aux méthodes qu'on a vues précédemment, donc par l'observation, par les interviews, par l'analyse de données, qui ont été expliquées précédemment par Manon, on a quand même des excellents outils pour mener cette analyse, pour creuser et permettre d'identifier des potentielles zones d'ombre dans ce qu'on sait déjà, ce qui peut permettre d'améliorer la conception du projet qui va en découler pour qu'il soit plus juste, plus efficace et plus durable. Et donc, dans ce axe-là, en fait, dans cette compréhension-là, ces méthodes contribuent à un monde certainement meilleur à leur échelle, et ces projets qui en résultent contribuent à un monde meilleur à leur échelle également. Donc, je vais passer. Ah, j'avais oublié de passer ici ma slide, excusez-moi. Donc, dans l'exemple, il y avait justement, on revenait sur la qualité du service, l'éthique globale du business model et également l'impact long terme sur les cibles et leur environnement. Depuis tout à l'heure, d'ailleurs, quand je parle d'ODD et peut-être dans les exemples que j'ai donnés, au-delà des objectifs de développement durable, vous pensez peut-être également à des obligations qui sont plus proches de toute entreprise. Peut-être vous également, vous les voyez dans votre quotidien au travail. Ça va être la responsabilité sociale des entreprises, qui est d'ailleurs obligatoire dans l'OCDE pour les entreprises, notamment cotées en bourse, et implicitement également pour tous les services publics. Et les cadres RSE, c'est des réglementations qui sont de plus en plus importantes et qui vont encadrer la bonne et protéger finalement tout ce qui va être conditions de travail, droits de l'homme, l'environnement, s'assurer d'une concurrence, essayer de veiller à une concurrence équitable aux intérêts des consommateurs et à des notions également de transparence fiscale. Et la mise en œuvre de la RSE est indissociable du coup de la considération de toutes les parties prenantes. Donc à nouveau, on trouve toutes différents profils qui sont finalement dans les méthodes de recherche utilisateur certainement des personas à créer et à étudier, qui vont être par exemple les employés, les consommateurs, les communautés locales, les actionnaires et les partenaires dans le projet, dans les projets qui également avec les méthodes du X Research, en observant tous ces profils, on peut travailler un design model des projets, qu'ils soient digitaux ou non, pour façonner l'entreprise et ses actions. Et cette analyse, qui a vocation à être responsable, c'est un vrai vecteur d'innovation, et elle se fait à la fois en amont d'un projet, mais donc sur l'idée en soi, mais c'est également des méthodes qui peuvent être répliquées tout au long de la conception, de l'évolution, des itérations que mène le projet, donc tout au long de son cycle de vie, sur toutes les phases de la réalisation de sa production, et également d'anticiper parfois la fin de vie et l'après des projets pour s'assurer de travailler au maximum son impact, donc à la fois chercher à avoir un impact positif et également prendre conscience et se responsabiliser sur de potentiels impacts négatifs que le projet pourrait malgré lui porter, et voir comment il peut être désactivé au maximum. Et peut-être également sur l'aspect digital de beaucoup de projets, vous en avez parlé tout à l'heure, il y avait des notions d'inclusion et d'accessibilité, ça fait partie de notions responsables. Et c'est vraiment un axe de vigilance qui est très important, et c'est un excellent axe de travail pour un monde plus équitable.
et ça passe de plus en plus par des réglementations qui norment l'accessibilité et qui veillent à ce qu'elle soit mise en œuvre. Donc en effet, hein, l'accessibilité, c'est un sujet qui est de plus en plus pris en compte, et surtout c'est la responsabilité de tous et de toutes, mais avant tout des concepteurs. J'attire votre attention sur le fait que qui dit accessibilité ne veut pas forcément dire handicap. L'accessibilité, c'est prendre en compte tous les utilisateurs, qu'ils soient ou non en incapacité permanente, temporaire ou situationnelle. Donc on voit que effectivement tout le monde peut être touché par des problèmes d'accessibilité. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on voit tout cela lors d'un notre prochain événement, qui va être sur la conciliation entre accessibilité et inclusivité. Un autre point aussi très important.